Bonjour à tous. Donc Sandy, je suis heureuse, de vous accueillir, en tant que modérateur, de la conférence, Agile à l'échelle, tour d'horizon des méthodes, existantes, qui sera animée, par, Yanis Martin et Mathieu, Lecoupeau. Donc cette session sera enregistrée dans son intégralité, incluant vos questions ainsi que leurs réponses. Donc durant cette session, vos micros seront coupés, durant toute la présentation et pour poser vos questions, merci d'utiliser la section commentaires de l'outil. Bref, c'est à vous. C'est rien. Merci, donc merci à tous d'être là. On remercie nos joyeux sponsors, PMI, pour nous avoir, filé la licence Zoom, pour nous permettre de faire tout ça. Michelin, SQLi, Praxis, Nexio, Praxis, ouais, c'est ça, tout à Praxis, fait. ouais. Donc nos amis québécois, on va loin, on va loin. Et bien sûr, nous avons nos Silver avec Open Serious Game, Cara Grenoble, Cube, enfin Next, plein de choses. C'est grâce à eux que nous sommes tous là. Agilité à l'échelle, Alors, juste tour avant de d'horizon clôturer des aussi, méthodes merci existantes. principalement aux gens qui s'investissent aussi dedans. Ça, on le répète jamais assez parce qu'on pense Mmh. aux personnes et on oublie les bénévoles, en fait, qui sont là, notamment Sandy, Jerry, Jean-Yves, qui nous ont pas mal aidés pour ça et se rappeler qu'en fait, la plupart de ces conférences, salons, congrès, on appelle ça un peu comme on veut, ne verraient pas le jour si les bénévoles ne lançaient pas ces dynamiques, les entretenaient, les amenaient jusqu'à terme. En fait. Donc, voilà. Juste petite parenthèse. Enfin Tout voilà, à il fait. faut rappeler qu'il n'y a pas que les Important, sponsors, il y a aussi toutes les petites mains derrière qui sont plus que nécessaires pour cela. sont dans l'ombre, donc faut les mettre Oui, qui c'est sont ça, derrière la scène de temps en temps. les hommes de l'ombre. Exactement. Et les femmes. Et les oui, bah, c'est bon. OK, on va pas lancer, Allez, on va y aller, on va y aller. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes et merci à d'être tous. là. Donc, petit Yanis? triangule, pour ma part, en fait, pour présenter, oui, ça ne paraît pas forcément de certif d'agilité, de mon côté, en l'occurrence, et ça le restera sans doute peut-être un petit moment. On verra un petit peu s'il y a d'autres dynamiques qui nous plaisent plus. En revanche, en fait, aujourd'hui, travaillons plus dans la notion de gouvernance. En fait, bah, j'ai été fatalement percuté, par l'agilité depuis, on va dire, 2016-2017, avec un gros effet de bord en 2018. Et du coup, bah, j'ai commencé à travailler pas mal avec la communauté, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et mon idée est d'essayer de trouver justement dans un peu toutes ces méthodes, organisations, frameworks, structures, en fait, des choses qui feraient écho avec, pourquoi pas, des choses que je pourrais appliquer, en fait, dans mon entreprise. Voilà. Tout l'intérêt de cette conférence, en tout cas pour moi, c'est justement d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, de voir comment fonctionnent les frameworks et d'essayer justement d'apporter quelque chose d'où ma présence. Pour ma part, Mathieu Lecoupeau, donc je suis un ancien dev, un gros passif d'une dizaine d'années de développement et petit à petit, je me suis mis, dans l'agilité parce que c'est le principal foyer. Et du coup, je me suis bien investi aussi bien dans les communautés locales que larges. Donc, j'ai fait de l'organisateur aussi, j'ai fait petite main, pour Agile Lyon, pour le Cara Lyon, pour le Néo, un tout petit peu pour le CAF, même si j'ai pas été tout à fait présent. J'ai soutenu beaucoup Jean-Yves. Côté orateur, j'ai fait aussi pas mal d'autres conférences, cycles de conférences Grenoble, Lyon, Nantes, Lille, j'ai fait du Cara, Humanto, JDLL, enfin pas mal de petites choses et dernièrement, j'ai ouvert un blog donc, Anargile et Libertaire, où vous pouvez retrouver assez peu d'articles pour l'instant, hein, vu que je l'ai lancé début d'année, mais il va s'étoffer petit à petit et du coup, moi, j'ai quelques certifs agiles quand même, mais c'est surtout des galons pour, voilà, pour bien montrer aux personnes qui m'emploient que je suis compétent sur le sujet, même si je pense que c'est pas forcément par les galons qu'on prouve notre valeur. Des fois, il faut pour rentrer et accessoirement, je suis en indépendant, donc j'ai monté ma boîte, l'Arteco et si vous voulez m'employer, je suis ouvert à toute proposition. La perche est tendue. Voilà. Non, 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 mais pas à plein temps en plus, je suis, pas dispo. Non. Allez, en avant. Donc ça, c'est une petite blague, voilà, qui stipule, bah, la raison de la conférence notamment. C'est-à-dire, en gros, beaucoup de boîtes, à un moment donné, vont admettre d'avoir mis en place un outil, un tableau blanc, en fait, je sais pas moi, un comité, quel qu'il soit, un daily, en disant: «Voilà, on a mis en place un daily, on est agile». Or, je pense pas que ce soit aussi simple que ça. C'est pas parce qu'un petit projet, rouge l'est considéré qu'on est vraiment dans une démarche d'agilité globale, en tout cas à l'échelle où c'est le sujet du jour. Heu et donc voilà, c'est une ouverture que j'ai trouvée, on a trouvé intéressante avec, Mathieu et d'autres personnes qui ont participé d'ailleurs activement à la structure de Mathieu. Ouais, pardon? Ah, Oui, il est vrai. Donc du coup, là, en fait, c'est simplement quelques lois de communication. Pareil, en fait, c'est plutôt des sortes de
de discussions qui ont mené à ces espèces en fait de structures qu'on trouve intéressantes. Alors déjà quelques lois, en l'occurrence première qui est la loi de Hooks, qui explique grosso modo que c'est pas parce qu'on est en retard que rajouter du monde va ralentir ce retard. Donc deux petits corollaires ou exemples qui étaient donnés, c'est la logique en fait de la cuisine. C'est pas parce qu'on met 200 personnes dans une cuisine où il y a 10 places que ça ira plus vite, typiquement. Ou l'autre analogie qui est la plus connue, c'est pas parce qu'on met grosso modo 9 personnes côte à côte qu'on va accélérer en fait la grossesse. Typiquement, en fait, un gamin arrivera toujours techniquement au bout de 9 mois, certes, il peut des fois arriver un peu plus tôt, c'est tant mieux pour lui s'il avait chaud, peu importe. Mais l'idée est plus de se dire que dans ce corollaire en fait de groupes, en fait, plus on va justement concentrer les équipes sur un travail, les faciliter, leur aider justement à le faire, plus leur laisser du temps, peut-être de la disponibilité, plus on arrivera justement à gagner ce temps. 2e, loi de Conway qui est assez intéressante, quelque part le complète, c'est de se dire qu'en fait, quand on a un système complexe avec justement des interactions qui reviennent à la loi de Brooks, bah, plus on va laisser les gens quelque part travailler entre eux, plus ils pourront typiquement bosser sur leurs applications. En revanche, le système créé en fait sera souvent tributaire de l'organisation qu'il aura créée. Donc si par exemple on a une application développée, qu'on va avoir mettons 4 services qui vont travailler dessus, 4 BU, 4 teams, 4 etc. On aura vraisemblablement 4 façons de voir l'application et donc souvent 4 services qui vont concourir à ça, avec peut-être des features qui seront complémentaires, mais qui n'auront pas été l'objectif choisi. Donc, parfois, pour simplifier l'activité, ce qui rentre un petit peu à l'activité de groupe studio, au plus on va regrouper quelque part les, je dirais, services, au plus on aura une vue justement synthétique condensée en fait, du développement qu'on aura besoin et donc de l'application et donc fatalement de ces interconnexions avec le reste de l'activité. Moi, c'est là. La loi de Oui. Bouchard. On part Et, dessus. La loi de Dunbar, en fait, qui moi m'intéresse pas mal, que je connaissais assez peu, en fait, mais qui m'a semblé intéressante à appréhender. Donc, c'est grâce notamment à Jean-Yves et Mathieu, si présent, que j'ai découvert ça. Était la notion, je dirais, de maximal de personnes qu'on peut avoir dans un effectif, en fait, autour de soi par rapport à des connexions nerveuses. Ça se revoit, en l'occurrence, dans le quotidien. Alors après, je n'ai pas 150 amis. 3-4 me suffisent largement, ça, faut être tout à fait franc. Voire des fois de moins, ce serait pas mal. Mais pour être plus pragmatique, en fait, c'est de dire qu'à un moment donné, dans une entreprise, au plus on aura des interactions, ce qui revient un petit peu aussi à dessus, au plus il sera compliqué justement de structurer des choses. Donc plus en fait on va réduire cette capacité d'échange, au plus on devrait en fait avoir justement cette facilité d'intercommunication, de communication et capacité d'échange. On le verra un peu plus tard dans la présentation, mais il est rare de voir des équipes qui dépassent peut-être 3, 5, 10 personnes. Et la moyenne, voilà, voudrait que une équipe idéale fasse entre 3 et 7 personnes. Ça revient un petit peu à cette fameuse pizza team pour vraiment des dire Amazon ou autre chose, présentée allègrement dans plein d'entreprises. Donc, c'est ce qu'il faut garder, de se dire que ouais, les entreprises, quand on commence à trop en fait, amener des équipes trop grosses, trop importantes, ça devient une difficulté techniquement justement pour le délivrer en général. En bref, ça, c'est un petit peu toutes les méthodes, je ne sais pas si on est exhaustif, qu'on va passer un petit peu en revue. Puisque l'agilité à l'échelle, c'est une problématique qui est de plus en plus répandue et de plus en plus sous les feux des projecteurs, hein. L'agilité depuis, on va dire, depuis 2001, commence à avoir une certaine maturité. Donc il est normal que les grosses entreprises aient déjà expérimenté, aient déjà des petits projets qui ont réussi ou pas en agilité et veulent passer vraiment à l'échelle sur ça, puisqu'il y a les gros mastodontes du monde de l'IT fonctionnent comme ça. Et donc, bien sûr, tout le monde se dirige vers ce modèle qui a l'air le plus profitable et le plus performant possible. Il y a plein de solutions, il y a plein d'essais qui ont été faits, il y a des choses qui ont été des bonnes idées qui n'ont pas percé, d'autres qui ont été des mauvaises idées et qui ont percé. Mais surtout, ça a en général été développé de manière empirique. C'est vraiment par l'expérience, par la confrontation avec la réalité que ces méthodes ont émergé, ont été ensuite théorisées pour être répandues. Mais c'est vraiment la base est toujours le pratique, le réel. Et en général, on retrouve derrière ces méthodes euh, quelqu'un qui a vraiment expérimenté ça dans une organisation particulière et l'a ensuite théorisé. Tout à fait. Alors du coup, en complément de Mathieu, c'est notamment en fait le conseil que je peux vous donner de revisualiser, parce que la plupart des conférences sont enregistrées, la conférence de Fabrice Bloch qui a eu lieu ce matin sur l'agilité sur Astrogal, je crois si je me rappelle bien le titre. Et il avait dit une phrase que je trouvais intéressante, c'est en fait merci au framework de laisser l'agilité dans l'état où ils l'ont trouvé. Et, et en fait, je trouve que c'est un peu, alors qu'on va en partie en fait développer dans le, enfin, ce support, j'ai envie de dire,
qui est qu'en fait, on peut avoir tendance, et c'est ce qui est marqué un petit peu, adapté à chaque client. Oui, en effet, chaque personne peut à un moment donné trouver l'intérêt à partir sur un framework. Par contre, il ne faut pas forcément chercher à le faire passer aux chausse-pieds, ce qui sera un petit peu d'ailleurs la conclusion qu'on aura et qu'on mettra. Mais ce qui est très, très intéressant par rapport à cette notion, et en fait, moi, c'est quelque chose que moi je travaille, une fois de plus dans la conclusion plus tard, mais qui est aussi l'ouverture du texte, c'est la notion quelque part de pattern organisationnel. Justement, comment arriver à choisir ce dont on a besoin et pas finalement appliquer un peu bêtement la méthode. Bon, malheureusement, développer de manière empirique, c'est pas parce qu'à un moment donné, on impose un système, typiquement en vérité unique, que tout correspond et que ce soit justement bon pour vous. Donc c'est là où il faut justement arriver à tempérer, ce serait un petit peu justement la raison de proposition de ces différentes méthodes. Et si ça marche à un endroit à un moment donné, c'est pas dit que ça marche à un autre Mmh, endroit pour un autre moment. Il n'y a bien pas de sûr. vérité unique et c'est souvent adapté à chaque client. Donc, méfiez-vous des choses trop prescriptives. Il faut mieux avoir une belle boîte à outils qu'un joli manuel. Mmh. State of Agile. Ouais, ça, c'est pas mal ça. Donc, bon, du coup, j'aime bien de temps en temps aller récupérer des statistiques par-ci par-là pour comprendre un petit peu les problématiques et ou fonctionnants ou dysfonctionnants qu'il peut y avoir en fait dans les entités d'entreprise. Et là, en fait, ce qui est intéressant dans cette étude qui date, je crois, de fin 2022, c'est justement de lister un petit peu les problématiques d'une bonne absorption à l'agilité, qui peut aussi corroborer une mauvaise adoption en fait à l'agilité à l'échelle. Là où les sources sont intéressantes, on va pas rentrer dans le détail de tout, hein, mais c'est surtout de voir qu'en fait, il y a finalement assez peu de participation au leadership. Je ne passerai pas le nom du client, mais il m'est arrivé de travailler récemment dans une entreprise où les formations avaient été annulées faute justement de participants. Et les premières personnes pressenties à l'acculturation, j'ai envie de dire quelque part, étaient les managers. Et les managers avaient d'autres obligations, donc ils n'ont pas fait retourner par plus fine, en fait, je dirais, les opportunités qu'on pouvait saisir justement dans une programmation agile. Ça marche parfois pareil, hein, avec le DevOps, Accelerate, etc., etc. Et c'est là, en fait, où si à un moment donné, on s'aperçoit, nous, de ça, on peut trouver un dysfonctionnement. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est justement la première problématique liée à l'absorption de l'agilité au niveau des enquêtes qui sont faites, en fait, notamment sur l'année 2022. C'est récurrent, c'est pas que d'hier. Pas suffisamment de connaissances à propos de l'agilité, ce qui ne sont pas forcément déconnant. D'où l'intérêt, par exemple, de prendre des coachs ou des gens qui ont déjà amené des transformations. Résistance générale au changement, pour finir sur celle-là qui me semble assez intéressante. Et la fin, qui est finalement pour moi le glas, celle qui touche le plus à aujourd'hui, la raison pour laquelle cette conférence me semble en tout cas importante pour moi parce qu'elle me sert aussi. C'est l'inéquation entre le management, support, sponsorship, sous-entendu, est-ce qu'on est soutenu par la transformation de l'entreprise. Et on en revient sur le petit tableau d'en haut avec le petit post-it rouge pour dire ça y est, on est devenu agile. C'est souvent en fait l'image qu'ont avoir certaines personnes en se disant en gros, il y a des soucis, mais c'est bon, les gens ne communiquent pas assez, on a mis en place un tableau blanc. Est-ce que ce tableau vit? Non, pas forcément, mais à la limite, on s'en fout, c'est pas grave, il y a un tableau blanc. Qu'est-ce qu'il faut? Donc voilà, donc c'est un peu pour moi les 4 points, comment dire, les pain points, points de douleur qui justement à un moment donné sont à faire travailler et finalement la conclusion de tout ça, c'est la même moment que le entraînement, éducation et sensibilisation. D'ailleurs, petit point, hein, ce rapport annuel, de l'agilité, allez le regarder, regardez l'historique, c'est assez intéressant. Il y a Il y plein a le livre, d'informations. tout à fait, à droite, tout à fait. Il y a le lien sur le côté, mais bon, voilà, vous le trouvez assez facilement et c'est toujours bien d'y jeter un petit œil. Vous avez dit agilité à l'échelle. Alors, les limites se partagent, c'est en fait toujours pareil dans le state of agile. Enfin, il y a des gens qui font des recherches sur l'utiliser, on va pas inventer le tiède. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on voit quand même une grosse profusion d'entreprises qui vont implémenter l'agilité à l'échelle. Alors là, c'est pas les entreprises qui travaillent, c'est celles qui sont vraiment aujourd'hui officiellement dessus, qui ont choisi justement Safe comme lien, je dirais, principal en transformation. Part du gâteau à quasiment un quart, Storage Scale ou Storage, donc ce qui est quand même pas forcément déconnant. Sauf qu'on s'aperçoit après qu'il y a une très faible proportion d'entreprises qui ont choisi d'autres typologies de modèles. Je reviens sur la conférence de Fabrice ce matin, notamment sur l'aspect monétisation de l'agilité en fait dans les entreprises. Heu, Est-ce que derrière il y a ou pas en fait des profusions de communication qui sont faites à l'égard de certaines, je dirais, frameworks peut-être? Une fois de plus, la question est ouverte. Ou est-ce qu'il y a vraiment une bonne volonté en fait à choisir ces process de framework et y rester? Là où se pose la question, c'est, enfin voilà, les gens qui y restent après une implémentation ou les gens qui disent à un moment donné: «C'est bien, mais finalement il y a des choses qui». Donc tout l'intérêt, je pense justement de ces débats, sur justement le choix, d'organisation de ce framework qu'on veut mettre en place, c'est justement la co-construction avec les personnes, de savoir en fait au fur et à mesure qu'est-ce qui peut justement arriver sur une chose, Juste une info, le State of Agile, c'est une étude très anglo-saxonne et très, américano-centrée. Donc, vous étonnez pas que Scrum at Scale, qui n'a aucun écho, ou très, très peu, très faible en France, là, quand même, a une perte Mmh. assez non négligeable. Safe.
sais plus si c'est. Alors, j'ai plus la Encore sur un répartition des. premier, c'est premier ou dernier, on a fait un chiffre inverse, c'est pour ça. Ouais. Je sais plus la répartition des slides, Yannis, si c'est toi. Non, mais c'est pas. Là, je te reprendrai. On va compléter là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. Du coup, SAFe, la méthode la plus connue, bah, forcément, c'est une méthode qui se base sur Scrum et Kanban. Clairement, pour les équipes en bas. Donc, je crois que vous voyez ma souris, non? Oui, Il y a un point rouge, ouais. Donc, Scrum et Kanban, ce sont les deux cycles de vie que propose SAFe pour les équipes vraiment réalisatrices. Et il se répartit en un certain nombre d'itérations. Donc, on fait en général 4 itérations de production, de développement, et une itération, IP iteration pour normalement de l'amélioration continue, de nettoyage de dette, etc., etc. Cette itération-là, je l'ai rarement vue mise en place, hein, et même parfois pas adoptée même par les équipes tech. Donc, c'est ce qui est un peu bizarre. La réunion la plus emblématique de SAFe, c'est bien le PI Planning. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent oui, on est passé à SAFe alors qu'ils font que un PI Planning. Ils n'ont absolument pas adopté tout le reste. Même des trains, parfois, ça n'existe pas. Donc, c'est assez difficile du coup de faire des PI Planning sans train, mais bon, ça arrive. Et c'est une réunion qui est, à mon sens, emblématique parce que assez intéressante finalement. Elle oblige, si on suit les grandes lignes, hein, elle oblige normalement toutes les équipes, tous les membres de toutes les équipes à se réunir dans une grande salle et à réfléchir à ce qu'ils vont faire pour les 5 prochains sprints. Donc, ça peut faire pour les 3 prochains mois. Donc, c'est une planification moyen terme. Pas court terme, mais moyen terme. La planification court terme, donc plutôt sur les sprints, est toujours laissée à la main des équipes. Dans cette planification, il y a les enablers, il y a les stories, il y a les features, il y a un petit peu tout ça. C'est géré par un product owner, enfin chaque équipe a son product owner, son équipe de réalisation, son Scrum Master. Et à ce niveau-là, on trouve quand même, pour gérer ces trains, justement, l'organisation en train, on trouve des RTE, c'est Release Train Engineer, le Product Manager qui est un peu le responsable de tous les PO. Et le System Architect Engineer, on va dire, c'est le référent technique des équipes réalisatrices sur lesquelles ils vont se reposer pour les choix techniques particuliers, etc., les directions, etc., etc. Ça, c'est le Business Agility, je ne sais même pas si c'est le full. Non, je crois pas que ce soit le full. Alors, il y a plusieurs niveaux en fait en SAFe. Le premier niveau, il va s'arrêter justement à ce niveau, vraiment à cette ligne-là. C'est le truc assez basique. Beaucoup d'entreprises devraient s'arrêter là parce qu'après, ça devient un peu plus problématique, mais assez intéressant. Après, sur des entreprises un petit peu plus grosses, on va faire des trains de train. Donc, ah oui, je n'ai pas dit, mais un train, en fait, normalement, ça regroupe un ensemble d'équipes qui travaillent sur le même sujet, sur le même projet, sur la même problématique. Ça peut être sur le cloud, ça peut être sur plein de choses comme ça, mais sur un même produit, on va dire. Et donc, l'étage du dessus, c'est faire des trains de train. Ça veut dire que là, on est sur des solutions à amener à des personnes. Donc, ça va comprendre un ensemble de trains, un ensemble d'équipes qui vont aller dans la même direction, qui ont un même objectif, un même but. À ce niveau-là, on a toujours un petit peu un cran au-dessus sur les rôles et responsabilités. On a un Solution Train Engineer, un Solution Architect, un Solution Manager, toujours, hein, c'est une jolie pyramide. On a plutôt un mode comment. Là, on n'est vraiment pas sur des Scrum, voilà, sur des tableaux, des backlogs Scrum. On est plutôt sur des tableaux comment où on verra avancer les tâches petit à petit. Et on a l'outil WSGF. Ah oui, même en dessous, on a WSGF. Donc ça, c'est juste une petite formule, pas très mathématique, mais qui permet de calculer la valeur ajoutée de la user story qui est en train d'être chiffrée, finalement. C'est le Work Shortest Job First. Donc, c'est essayer de prendre le travail qui a le ratio le plus intéressant entre l'effort à fournir et sa plus-value, sa valeur ajoutée. Et c'est souvent là la problématique, c'est comment on chiffre la valeur ajoutée d'une fonctionnalité, de quelque chose qui va être développé. C'est quelque chose qui manque beaucoup en entreprise et malheureusement qui devrait être essentiel pour guider vraiment les personnes à se concentrer sur les meilleures solutions et les meilleures choses à développer. Voilà.
Bon, après, au-dessus, on peut avoir tout ce qui est la partie business. Je crois qu'il y a encore un étage au-dessus. Là, c'est juste une business C'est le analyst. Ouais, portfolio, ouais, tu tout as à le fait, portfolio. Donc là, c'est on ça. a des portefeuilles de solutions qui on commence à être énormissimes. Alors, vous verrez que tout en haut à gauche, ils mettent entreprise et gouvernement. Si on suit les préceptes de SAFE, un gouvernement pourrait être géré en SAFE. J'en connais pas. Je sais pas ce que ça donnerait, Non, c'est ça, social sincèrement. governance, ouais. Mais voilà. Donc, Exactement. il y a plein de choses autour, hein. Ils reprennent beaucoup, beaucoup de bonnes pratiques de l'agilité, intégration continue, les boucles de feedback, les rétros, les portfolios. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, des métriques. Vous pouvez vous y retrouver, hein. Il y a vraiment toutes les places possibles et inimaginables. Donc, Mmh. c'est quelque chose de très complet. C'est piloté par la valeur, normalement, hein, avec le WSJF, etc. Et c'est très diffusé. Pourquoi c'est très diffusé? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce qu'il y a un joli manuel. Donc, c'est beaucoup plus facile de lire un manuel et d'essayer d'appliquer un manuel que de comprendre le fond de la pensée et de l'adapter à son environnement. Derrière, il y a aussi toute une entreprise, une machinerie de certification, de consultants, de choses comme ça. Donc, point de vue entreprise, c'est beaucoup plus rassurant. Safe en plus, c'est rassurant, hein, c'est safe. Euh, le nom est marketing, hein, faut pas l'oublier. Le nom est clairement marketing. Donc, la hiérarchie se trouve, se sent rassurée, a des consultants sur qui taper si ça ne fonctionne pas, et ça ne va pas être la faute de la hiérarchie parce qu'ils ont pris des consultants hyper chers pour ça. Euh, mais voilà, et ils ont un joli manuel à suivre au pied de la lettre sans forcément trop réfléchir aux à côté, au contexte dans lequel ils se trouvent. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui coincent. Structurellement, c'est très rigide. Mmh. Si vous voulez vraiment suivre Safe et avoir les bénéfices de Safe, parce que ça fait quand même quelques bénéfices, hein, il y a quand même des entreprises qui fonctionnent avec ça, euh, et il faut le suivre. Mais c'est voilà, c'est rigide. Si votre entreprise n'arrive pas à s'adapter à cette structure, ça va s'écraser comme un château de cartes. Euh, et voilà, nécessite que les valeurs agiles rentrent dans la culture, tout dépend comment c'est ramené. Mmh. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des choses à adapter, il y a des choses à prendre. Typiquement, le fun fact, c'est Airbus qui fonctionne en safe, ne fait pas des trains, fait des avions. À la SNCF, puis ils ont gardé les trains. Mais voilà, il y a des choses bien, mais il faut l'appliquer correctement, clairement. Mais après, ça met de toute façon, je pense, la tendance sur chacun des frameworks en disant de toute façon, il y a, mais il y a. Ouais, mais il y a des frameworks qui sont ouverts clairement à Mmh. l'adaptation, à la mise en contexte. Tout à fait. Safe ne préconise pas forcément cette approche-là. Oui, tout à fait. Bah, après, moi, dans ma compréhension des enjeux, toujours pareil, dans les revisions de questions, je fais un petit peu tout ça. C'est certes, je te reviens sur le et pilotage par la valeur. Et ce qui est ressorti comme mot-clé dans tout le loquis de ce que j'ai pu voir, tu parlais de la SNCF notamment, c'est cette notion de cadençage, qui est le fait justement qu'il y a un rythme en fait, qui soit lourd à suivre, etc., avec des objectifs. En fait, alors tu parlais de distance, de sprint, qui sont, je crois, équivalents à 3 semaines. Ben, c'est grosso modo Ça reste, 3 sur, itérations, ouais, c'est 9 ça à reste 10 semaines. sur du Scrum, donc entre 1 et 3 semaines. C'est ça. Donc, du coup, en gros, ça mène en fait à des cadençages pour que justement, en fait, la, la livraison, en fait, on dirait quelque part l'agrégé, en fait, de toutes les Mm. fonctionnalités qu'on a choisies, arrive logiquement au bout de 3 mois, hein, ce qui est à peu Oui, près à peu le près. système. Sauf que, en fait, en là-dedans, il faut des bras musclés, il faut des gens disponibles, il faut en fait des services qui, bien compris, c'est là où je reviens sur ta compréhension de l'agilité. Or, beaucoup d'entreprises, en fait, faisaient encore, dans les quelques observations que j'ai pu faire, une sorte de simili un peu waterfall, un peu machin, où les gens bossent dans une équipe, mais ils ne sont pas vraiment dédiés à l'équipe, ils bossent encore à côté, puis du coup, ça amène en fait des dysfonctionnements. Les gens pas présents forcément au PI planning, parce qu'il y a aussi d'autres urgences, ou pas appréhendés, c'est-à-dire, si on passe l'expression, en fait, envoyer les gens une journée à 2 journées dans une réunion collégiale, ça coûte de l'argent. Donc, du coup, c'est pas rentable. Donc, c'est aussi ces problématiques-là d'adhésion qui peuvent avoir des freins. Alors, assez ou d'autres, hein, peu importe, mais en Oui, tout oui. cas, pour les adhésions que j'ai pu voir, c'était le gros frein, c'était justement ces grands-messes en fait, qui peuvent poser problème de ce point-là. Mm. Là où je trouve par contre le modèle intéressant, et je reviens sur cette notion de cadence, c'est que le triptyque que moi je vois en fait apparaître de l'extérieur, mais non en tant qu'agiliste, mais plus de personnes qui peuvent quelque part le défendre dans une implémentation de gouvernance, c'est justement le fait de dire que la valeur est pilotée par à peu près 3 valeurs, qui est justement le cadençage, c'est-à-dire cette volonté d'avoir un rythme continu, la qualité, parce que c'est quand même clairement revu derrière par rapport à ça. Et la dernière partie, c'est vraiment le côté rétro, qui est clairement Scrum, en fait, sur l'amélioration continue, voir où sont les problématiques. Et justement, toutes ces rétros, en fait, justement, leur mensuel selon les entreprises, choix choisis,
amène à des trucs qui sont quand même intéressants. Exactement. Je crois que sa mise en application, il recommande un peu la méthode Big Bang plutôt que introduire petit à petit des choses. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça aussi, ça peut être un gros frein dans une entreprise, changer du jour au lendemain toute l'organisation. C'est pas évident. Tout à fait. Scrum of Scrum, allez, là on repart dans l'historique, on va dire. Ça a été décrit en 2001 par Jeff Sutherland, donc un des auteurs de Scrum. Et c'est une des premières tentatives, on va dire, d'agilisation à l'échelle. Il est parti sur, en se disant, ben voilà, j'ai des équipes Scrum qui doivent travailler ensemble, et ben, je vais faire une méta-équipe Scrum au-dessus qui va avoir un cadençage un petit peu différent, mais qui va avoir un même fonctionnement que les équipes en dessous. Ouais, alors c'est quelque chose qui est assez intéressant quand on part d'une petite équipe qui a fait son premier produit, et cetera, sa première livraison et qui commence à grossir et qu'il va falloir séparer en 2, en 3, en 4. Donc c'est des équipes qui ont bossé ensemble, qui ont une bonne connaissance des uns des autres, qui restent en petit nombre, et voilà, qui finalement ont besoin d'une méta-équipe, de représentants entre les équipes pour avoir un minimum de communication, de choses comme ça. Mais ça reste assez fragile quand on va passer sur des beaucoup plus grosses organisations. Point de vue communication, c'est assez peu formalisé, donc voilà, les PO, c'est pas forcément les représentants, c'est au bon vouloir. Enfin voilà, il y a quelques biais qui finalement ont montré les limites assez rapides de ça. Sachant que le cadençage, il peut être tout à fait synchrone entre les équipes, voilà, ouais, en accord des accords ou complètement désynchronisé. Donc c'est quelque chose intéressant au début, mais si on veut aller plus loin dans l'agilité à l'échelle, il faut faire prendre une autre solution, on va dire. Pour ça, il y a eu la couche au-dessus, Scrum of Scrum of Scrum. Ça a commencé à être difficile à prononcer. Donc là, il a essayé d'étendre le modèle et ça devient encore plus pyramidal et ça devient encore plus fragile. Pour moi, c'est clairement un château de cartes qui peut s'écrouler à tout moment parce que les équipes sont éloignées thématiquement, voilà, ils sont éloignés idéologiquement les unes des autres et ça devient assez difficile de gérer tout ça. Perso, j'ai aucun retour d'expérience à ce niveau-là. Scrum of Scrum encore, j'ai déjà fait, j'ai vécu, ça fonctionnait dans les limites que j'ai dit. À ce niveau-là, j'ai pas eu de retour et je n'ai pas vécu ça. Là, on commençait à voir des personnes dédiées à la communication, des choses comme ça, etc. Mais voilà, c'est pas un modèle très solide, on va dire. Et Jeff Sutherland, il a continué, il a forcé sur la chose, mais il a un petit peu mieux du coup, il a appris de ses erreurs, entre guillemets, de son expérience, il a appris des retours d'expérience, etc. Et en 2018, donc c'est une méthode qui n'est pas forcément très vieille, il a sorti Scrum at Scale. Donc là, c'est un Scrum of Scrum, mais un peu mieux cadré, un peu mieux architecturé, et avec des instances qui sont beaucoup plus précises, c'est un peu plus prescriptif, mais du coup, ça solidifie beaucoup la mise à l'échelle des équipes Scrum. Donc c'est clairement une fractale d'une équipe Scrum, hein. Dans une équipe Scrum, donc c'est les petits pentagones gris, dedans vous avez le Scrum Master, le PO. Et ces deux rôles particuliers ont des instances supérieures. Donc, on retrouve le Scrum pour le Scrum Master dans une instance comme ça. Et pour le PO, il a aussi une instance à lui pour mettre à l'échelle. Donc, on peut avoir des marguerites comme ça d'une équipe, enfin de plusieurs équipes. Ça fait 5 équipes, c'est on va dire le premier niveau. Puis après, on peut avoir des marguerites de marguerites et on peut aller jusqu'à l'entreprise entière. Donc là, on a eu vraiment un passage à l'échelle où on peut aller très très loin sur la mise en pleine application de Scrum at Scale. Donc c'est pour ça que je serais quand même bien preneur de beaucoup plus de retours d'expérience de mise en place de ça, vu les stats du State of Agile, il doit y avoir des entreprises qui sont passées à ça. Une des leitmotivs... Peut-être en tournant dans des communautés, je pense que peut-être plus internationales. Ouais. Une des leitmotivs qui s'est fixée, c'est le minimum de bureaucratie. Il sait très bien que les devs et les techs, ils n'aiment pas trop la bureaucratie ni les réunions. Donc, il a fait en sorte que ce soit réduit au minimum possible. Voilà. Donc, beaucoup plus armé, plus cadré, mais beaucoup plus résistant. Pour moi, de mon point de vue, quasiment zéro Rex en français, hein. Clairement, j'ai rien.
Pour l'instant, pour moi, c'est un point d'interrogation, mais vu les stats, je vais commencer clairement à m'y intéresser un petit peu plus et voir comment faire. Yanis, si tu as un truc à rajouter? Non, non, pas du tout. Je suis fier de toi. Merci, c'est sympa. Vu qu'on n'est pas trop pressé par le temps, s'il y a des petites questions qui s'insèrent, je veux bien y Ah répondre. bah, il y en a 14 questions, 15 là, donc Oula, bon. Alors je vois pas les trucs, donc je vais passer. Ça me Il laisse y a un pas mal de questions. Je propose qu'on garde 15 petites minutes à la fin. ouais, je me laisse pas dans cette saison boucle. OK, on fait sur la fin. Et puis ça Je voyais permettra je voyais comme ça pas les d'avoir une toutes les exhaustivité, parce que questions. peut-être que tu vas amener des éléments de réponse, Oui, moi, dans ce qui c'est arrive possible, derrière. Donc, voilà. c'est possible. Spotify, bah tiens, moi j'ai regardé pas mal ça là-dessus, en fait, au Si niveau tu de veux. l'histoire, et de voir la non-application. Alors aujourd'hui, une fois de plus, ce qui me semble intéressant, c'est là où on va sortir un petit peu du cadre de framework, c'est la manière dont on va, à un moment donné, traduire moi ce que j'appelle ma représentation, mon humble niveau de l'agilité. C'est-à-dire, en fait, regarder ces entreprises, voir ses dysfonctionnements, aller chercher quelque part des outils, des patterns, des solutions pour justement essayer de trouver en gros une façon de débloquer en fait des points de tension. Ça, c'est un peu moi, ma représentation de la chose. Spotify, en fait, alors il y a un certain nombre d'années en arrière, je n'ai pas la date exacte en tête, c'est proposé sur un système justement agile qui est reposé sur Scrum à part sur du Scrum et qui a vu que Scrum était pour partie adapté au fonctionnement de son entreprise et que l'autre partie ne fonctionnait pas. Donc, en fait, ils se sont dit, comme le framework ne fonctionne pas et est trop rigide, ce qui est le cas d'ailleurs dans d'autres entreprises qui passent justement sur d'autres démarches, ils se sont dit, on n'est pas plus que d'autres, on va essayer de développer notre propre démarche qui, quelque part, en fait, correspondra en gros à notre fonctionnement. Donc, on va commencer à réfléchir sur des systèmes transverses, typiquement, créer ce qu'on appelle des chapters, des squads, des guildes, qui sont justement des sortes de structures transverses qui permettent justement de dialoguer. Et le principe, c'était de faire en fait une activité qui soit d'une part auto-organisée, avec très peu de hiérarchie. Typiquement, les gens sont censés quand même censés savoir sur quoi ils travaillent et quelles sont les fonctionnalités qu'ils veulent mettre en place. Et en face, on fait des activités, ce qu'on appelle cross-fonctionnelles. C'est ce serait matriciel, en quelque sorte, où chaque équipe peut se reposer et travailler sur le delivery en fait, d'un élément fonctionnel dont elle est la charge. Donc, quand on dit la charge, c'est vraiment de bout en bout, ils vont choisir la méthode, ce qu'ils veulent mettre en place et l'application qu'ils vont choisir. Bien sur cette notion d'auto-organiser. Une fois de plus, à des gens qui connaissent le métier, qui sont autonomes et qui ont la possibilité de faire justement ce qu'elle produit. Oui, c'est vrai, on y voit toujours des silos. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dire. Et c'est là où justement il y a peut-être des limites qu'on commence à voir au fur et à mesure de l'expérience. C'est ce qui fait peut-être que le modèle a peut-être moins pris que d'autres par rapport à justement cette démarche. Juste pour finir, en fait, chaque équipe donc, est responsable de bout en bout de ce qu'elle produit et comment elle le produit, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Et tout ça, en fait, dépend en fait, de ce qu'on va appeler en fait, un leader qui va travailler donc, avec justement ces espèces de tribes transverses. Et lorsqu'en fait, il va manquer par-ci, par-là des compétences, etc., il y a, parce que vous voyez, cette espèce de patatoïde un peu bizarre qui vient se mettre au milieu, qui s'appelle une guilde, c'est-à-dire, en fait, elle est récupérer des compétences qu'il peut y avoir par rapport à des demandes spécifiques. Typiquement, on a besoin d'un renfort technique sur, je sais pas, on va dire, du Docker, de Jenkins, etc., parce qu'il manque quelque chose, et va se créer, en fait, une sorte de sous-groupe interne pour arriver justement à répondre à tout ça. Donc, moi, ma représentation, et je reviens sur la discussion le forum proposé par Fabrice ce matin, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas en tant que tel un framework, c'est plus un exemple. C'est l'entreprise qui a décidé, en fait, avec ses ressources, de créer quelque chose. Et en gros, finalement, c'est rien ni plus ni moins quelque part une customisation de démarche propre, en fait, à un modèle qui correspondait à leurs besoins spécifiques. Donc, pour dire que ça correspond à leur modèle spécifique, c'est bien que derrière, en fait, ils se sont opposés sur une démarche, en fait, qui était une démarche, en fait, je dirais, qui prenait en compte l'aspect justement culturel de l'entreprise, des spécialités culturelles de cette dernière. Donc là, en fait, où il peut y avoir justement une limitation là-dedans, c'est que simple sur le papier, si on revient sur les avantages cités, en effet, c'est simple, donc ça correspond à un modèle qu'on a mis en place chez nous et qui correspond à nos attentes. Donc, ça fonctionne très bien, vu que c'est nos prescriptions pour nous en interne. Là, je me positionne à la place de Spotify. En revanche, pour d'autres entreprises qui n'ont pas ce fonctionnement, pas cette évaluation, pas cette maturité, peut-être cette connaissance au niveau des équipes, ça peut être plus compliqué parce qu'instaurer une confiance et une auto-organisation, il faut quand même, quelque part, pouvoir se positionner dessus. Ce qui amène à l'inconvénient, c'est une sorte de les équipes. Quand on commence à travailler dans des entreprises, comme certaines entreprises françaises, où on a une masse salariale équivalent à peu près à 80% d'externes, du très haut turnover, je pense que c'est très compliqué de laisser justement l'autonomie totalement libre à ces personnes-là. Et là, en fait, où justement devient intéressant de développer, je pense, ce genre de démarche,
C'est vraiment si on est dans une culture partagée, avec une confiance établie avec les personnes et puis surtout une façon de travailler sans doute en fait un peu ancienne, ce qui n'empêche pas bien évidemment l'arrivée de nouvelles personnes, mais en tout cas qui est quand même structurée sur un modèle où il y a assez peu de, je dirais, de mouvement, en l'occurrence, surtout mouvement extérieur. Donc je reviens moi sur ma faible expérience de l'entreprise de service. Je connais très peu d'entreprises françaises qui peuvent se targuer aujourd'hui d'avoir 100% de leurs équipes qui sont purement internes, qui travaillent sur les mêmes méthodes de travail, qui partagent la même culture d'entreprise. Donc je pense que c'est là, en fait, pour moi, la limite, en tout cas, que je me représente en Spotify, et la raison pour laquelle je pense qu'il est très difficile de l'accorder, de se positionner dans d'autres entreprises. Même si en tant que tel, et je reviens sur ce que tu nous as dit sur la notion de silo, il y a des silos qui sont maintenus, mais si ça fait partie de la culture d'entreprise, des process de l'entreprise, finalement, c'est pas dérangeant, vu que c'est la méthode que je te dis qui correspond justement à la résolution de ces contraintes. Mais ces silos, en l'occurrence Spotify, ils ne sont peut-être pas les mêmes. On parlait tout à l'heure d'Airbus, de la SNCF, qui eux ont d'autres typologies de fonctionnement, et ça nous ramène une fois plus en haut à la loi de Conway, c'est-à-dire des sociétés qui construisent le récit en fonction en fait, de leur culture et de leur fonctionnement et des relations internes. Si je reprends, parce que du coup, je sais pas si tout le monde a bien saisi les répartitions des chaque chose. Euh, Dans Spotify, donc, on a les squads qui sont le nucléus, c'est vraiment le noyau de tout, qui représente vraiment typiquement une équipe Scrum, hein, ou comment, voilà, avec un nombre limité. On a un PO, un référent. Ces squads sont assemblés par tribus qui vont mettre sur une fonctionnalité particulière, une partie particulière du projet. En transverse, on a les chapters, c'est les représentants et les référents pour une techno particulière. Je sais pas, ça va être je sais pas, la sécurité, le formatage de code, ce que vous voulez, la base de données, ce que vous voulez. Donc, eux, c'est vraiment les référents dans les différentes squads. Et par-dessus tout ça, on a les guildes qui sont des groupes d'intérêt sur une technologie, qui sont là pour justement faire, comme tu disais, faire du support, mais aussi de l'amélioration continue, des Bien sûr, présentations. Voilà, c'est une communauté de pratique. Merci Stéphane. C'est vraiment une communauté de pratique pour pousser à l'excellence technique. tout à fait. Toujours cette idée-là. Après, j'avais fait un résumé parce qu'il y a, bon, on a 4 minutes, hein, c'est pour ça, il y a assez pas mal de présentations, donc il faut. Ah ouais, il reste encore 5 minutes. Voilà, mais on est grave en retard. On est là. Ouais, ouais, Non, c'est pour ça. fait 68, c'était 60 minutes. Mais bon. Alors, je vais faire très vite. Lui, donc, formé en 2013, a eu un succès en France et à l'étranger. Il est basé sur la régularité et le rythme de cadencement de différentes équipes sous l'égide d'un PO unique. Donc, il y a un sprint planning avec un PO et des représentants. Les représentants embarquent le backlog à faire, refont leur popote dans leur coin et vont se lancer sur des sprints euh, avec les daily démos rétro. Il y a toutes ces cérémonies-là se font aussi entre représentants, mais aussi au niveau des équipes. Et il y a une démo générale avec tout le monde réuni pour justement, une fois qu'on a intégré tous les travaux de tout le monde en même temps. Mm. Sinon, c'est ça. Il y a une version less huge, donc là où on a un super PO. Enfin, ça reste c'est APO, un PO, Product Owner toujours, mais c'est des APO, c'est des APO PO, arrêt APO, voilà. Oui, c'est ça. Donc ça fait un petit peu Scrum of Scrum, hein. On y retrouve, mais plutôt orienté PO, donc plutôt orienté métier. Voilà. Et là, c'est pour beaucoup plus d'équipes, on va dire. C'est vraiment une sommation d'équipe Scrum pour aller dans le sens. C'est vraiment en fait dans la même logique. En fait, Scrum at Scale ou Scrum. Ça se repose principalement sur justement une démarche Scrum. En fait, ce sont des équipes de Scrum qui vont bosser ensemble. Ouais. Mais surtout avec cette dominance PO et métier final. Discipline Agile Delivery, là-dedans. Et ben ça, c'est 2012, donc c'est pas très récent, mais c'est pas trop vieux non plus. Donc ça a été principalement fait chez IBM. Comme je vous ai dit, c'est vraiment issu de la pratique. Et Dad a une particularité, c'est qu'il est très, très, très peu prescriptif. Pas aussi peu que Kanban, mais on va dire que c'est une super boîte à outils où il y a plein de choses dedans. Il vous donne des outils justement pour essayer de savoir où vous en êtes, de vous aider à choisir votre cycle de vie, votre workflow, votre méthode de fonctionnement, etc. Et une fois que vous avez rempli un petit peu tous les questionnaires, oui, vous avez répondu aux questions, et ben, il va vous diriger naturellement vers ce qui est, par la pratique, ce qui semble le mieux aller.
Donc c'est vraiment beaucoup de recommandations, très peu de prescriptifs. La définition des rôles est claire. On a le coach, on a le Scrum Master, on a vraiment, suivant en workflow, hein, la définition des rôles est claire, donc ça c'est pas mal aussi. Et suivant toutes les problématiques que vous avez, il y a souvent des recommandations qui sont faites, mais ça reste toujours et uniquement des recommandations. Et voilà, avec justement toutes ces boîtes à outils, il peut couvrir clairement tout le spectre du cycle de vie du produit, donc vraiment de l'initialisation purement idéale, enfin de l'idée primaire, jusqu'à son décommissionnement. Donc on peut vraiment couvrir l'intégralité du cycle de vie. Voilà, je suis allé très vite parce qu'on a... Si, mais après, on fait un résumé, machin. Si on est à 2 minutes près au Ouais. niveau des questions, là, ce sera que 10 minutes aux questions. C'est pas grave, mais voilà. Ouais. Nexus, donc lui par Ken Schwaber, l'autre auteur de Scrum, ça a été fait en 2015. Enfin, quand je dis fait, c'est pas réalisé. Il y a un bouquin qui est sorti, il y a un papier qui est sorti qui acte le truc. C'est fait en 2015 et c'est fait pour gérer 3 à 9 équipes Scrum. Je vous dis ça parce qu'en fait, c'est aussi une fractale de Scrum, dans le sens où, pour lui, il y a des équipes Scrum qui sont gérées par une équipe Scrum, mais c'est des représentants qui sont dans cette équipe d'intégration Scrum. Donc, il ne va pas plus loin que 9. Créer la NIT, ce n'est pas simple. La NIT, c'est quoi ça? Et cette équipe transverse, en fait, elle encadre les équipes Scrum. Donc, on a un cycle de vie Scrum qui est à l'intérieur d'un grand cycle de vie Scrum. Ouais, avec un sommet. Il y a un stand de Discipline Agile sur l'Expo Piaf aujourd'hui. Voilà. Oui, mais ça, on le dira à la fin, enfin, mon cher. Ouais. Donc, les équipes font leur daily, leur rétro-planning par équipe, mais il y a une démo en assemblée générale. Et il y a un backlog raffinement qui se fait en amont aussi pour que les équipes en dessous puissent gérer. Mais c'est vrai que la particularité de Nexus, c'est vraiment cette équipe d'intégration qu'il a en amont pour sélectionner, diviser, chiffrer tous les travaux, et en aval qui est là pour intégrer les travaux de toutes les équipes et de faire la démo derrière en assemblée générale. Donc ça demande une bonne coordination, mais avec cette équipe, elle se fait la bonne coordination. Malheureusement, j'ai pas vu beaucoup de retours d'expérience sur cette méthodologie. C'est un peu dommage, je trouve qu'elle avait des bonnes idées, mais ça reste limité à 3-9 équipes. J'ai pas vu de mise à l'échelle plus grande que ça avec Nexus. En périphérie. Donc, on périphérie plusieurs démarches. Alors, je vous propose qu'on n'en parle peut-être pas forcément là, étant donné qu'il y a une très bonne conférence qui sera faite en l'été par Alexandre Boutin ce matin, ce cher de ma part, Ouais. qui d'ailleurs est publié, je crois, déjà. Non, il y a le montage qui n'est pas fait encore. Bon, de toute façon, enfin voilà, donc je pense que ce sera plus pertinent parce que là, on va faire un truc très résumé, alors que là, vous aurez quand même une présentation qui sera, je pense, plus que correcte. Sauf si tu veux, vas-y, Mathieu. Vas-y. En 2 idées, c'est Open Allocation et Open Forum. C'est laisser les équipes se débrouiller pour elles-mêmes créer leur équipe pour réaliser ce que vous leur demandez. Le replay, il y a aussi sur oui, c'est pour ça il était enregistré. D'accord. Ok. Donc, du coup, voilà. Donc, passons pour ça. En fait, je pense que ce sera pertinent là-dessus par rapport à ça. Unfix, moi, je me suis beaucoup intéressé à ça dernièrement. En fait, peut-être c'est pas un framework, c'est ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas forcément de processus derrière, ce qui me va d'autant mieux parce que j'aime pas forcément les processus. Donc, moi, c'est pas que pour l'IT, pas top-down, mais en fait, c'est pas forcément là pour se situer en fait pour les autres frameworks. Donc ça, très rapidement, c'est la synthèse de ce qu'on trouve sur leur site. Hein. Rien de bien méchant. Donc l'idée, en fait, c'est que vous avez ces espèces de trucs de couleurs qui sont en fait finalement des espèces de des briques de Lego, moi je dis ça. Et chacune de ces équipes va avoir en fait un sens. Celle qui sera en fait transverse ou horizontale sera la strip de valeur. C'est là où finalement il va y avoir l'ensemble des activités. Donc 2010 on conclura. Voilà, donc de toute façon, il n'y a que 2 sujets, donc ça va être vu. Et donc, en fait, on va poser ces espèces de codes couleurs qui vont correspondre en fait à des responsabilités d'entreprise sur les codes. Donc, il peut y avoir en fait au niveau d'une base, c'est-à-dire en fait sur un projet donné, un responsable, un chef, un président qui grosso modo sera positionné en fait dans ce qu'on appelle le forum et qui sera là justement pour orienter, structurer, mettre en place en fait toute la démarche du reste. Parmi les chefs, ce sera plus des chefs de ce que j'ai compris plutôt fonctionnels qui ne vont pas être vraiment le président de tout ça, mais qui va en fait donner un petit peu une démarche, une orientation. Le forum sera un espace de discussion, sera vraiment là pour trouver de façon transverse des résolutions aux problématiques globales en fait au projet. Et donc, on va avoir une petite brique qui sera la facilitation
qui en fait, justement, sur l'espèce de bulle violette, mais ça peut être justement que sur 2 grands, allez 3 ou la totalité et ce sera vraiment quelque chose de non prescriptif. Donc en fonction du besoin que vous allez avoir, vous choisissez la structure du projet, à l'inverse finalement d'un Conway et c'est finalement le projet qui va se structurer en fonction de vos besoins. Une fois que les responsabilités seront faites, c'est là où je trouve ça plutôt pas mal. À voir dans l'état, je n'ai pas d'expérience et ça m'intéresserait beaucoup de commencer à bosser dessus. Elles sont toujours pareilles, auto-organisées, le management politique ainsi que la documentation. Donc, c'est plutôt bien de travailler dans ce sens-là. Et c'est juste en fait d'essayer de voir comment certaines interagissent les unes avec les autres, avec de la facilitation, comme le Scrum, qui correspondra grosso modo en fait au Facilitation Stream qui sera sur la gauche. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça qui est mis en place dessus et je trouve que l'approche en fait est plutôt intéressante. Je L'idée de ça, compare en ça à fait, une c'est pour... Ah bon, vas-y. je compare ça à une boîte de Lego, en fait, parce que Ouais, c'est ça, tout clairement, à fait, c'est tout à fait. pas prescriptif et c'est à vous de construire votre propre graphique. Là, le graphique qui est montré, c'est un exemple, mais ça peut mimer n'importe quelle, méthode de gestion de projet à l'échelle. Donc ça peut faire du safe, ça peut faire du lace, ça peut faire, ce que vous en voulez et c'est vraiment, représenter votre organisation avec les briques que je vous donne et puis si vous voulez vous orienter vers une autre organisation et ben, essayez de faire la transition entre les 2 et vous voyez très bien les briques qu'il faut ajouter et enlever. Donc voilà, moi, c'est pas forcément, enfin, je dirais, parce que je ne peux pas parler de coup de cœur, mais de choses qui m'a semblé vraiment intéressantes. Et je pense que oui, c'est vraiment un modèle que j'ai commencé à beaucoup étudier, en tout cas aujourd'hui. Oui, très intéressant, je le trouve aussi. Accelerate, je vais faire aussi très vite. Ceux qui connaissent du DevOps, et ben, c'est clairement la méthode à prendre pour évaluer votre niveau d'agilité ou le niveau de maturité DevOps. Puisque Accelerate est issu d'un bouquin qui s'appelle Accelerate, justement. Et ce bouquin, il a été basé sur les différents rapports State of DevOps qui a bientôt plus que 10 ans, même 2008, un truc comme ça. Et dans ce bouquin, ils disent, ben voilà, les meilleures équipes DevOps qu'on a rencontrées ont telle pratique. On a vu qu'en mettant en place ces pratiques-là, on a tel bénéfice, tel risque, tel point d'amélioration. Et du coup, on a un joli graphe qui ressemble à ça un petit peu, hein, tu vois, job satisfaction, organisation, performance. Et ben, si on veut atteindre ces objectifs-là, ces OKR presque, et ben, il faut remonter à la flèche et voir, ah, d'accord, et ben, il faut que je mette un petit peu de CI/CD, un peu Oui, bien de sûr. l'utilisation de tests, etc. C'est là la force de Accelerate. Sachant qu'il donne aussi des métriques, il y a 4 métriques fondamentales dans Accelerate qui permettent de savoir si votre système est en bonne santé ou pas. De vitesse de déploiement, etc. Enfin, je ne vais pas les dire de tête parce que je ne les connais pas Mais tous. moi, je les ai, si tu veux, c'est fréquence de Voilà. déploiement, temps entre le commit et son déploiement en production. Ça, c'est pour la partie vitesse. Et stabilité, c'est le temps de réparation et la mesure de qualité de code livré. Ouais, voilà. C'est, si quand vous livrez, vous échouez ou pas. Oui, oui. Donc voilà, très intéressant et c'est vraiment, ça vous donne des indicateurs fiables et robustes pour juger de la maturité de votre Tout à système. fait. Et en fait, juste en conclusion, bon après utile, on va le passer très vite, mais c'est juste de dire, et ça je trouve ça vraiment pas mal, qu'en fait, il n'y a pas d'entreprise rapide qui ne soit pas stable. Et c'est un peu la conclusion par rapport à ces modèles-là, c'est-à-dire qu'en fait, des entreprises qui sont rapides, par principe, sont rapides et ont réussi à grossir, à grandir, donc ça veut dire qu'elles ont réussi à trouver une démarche, justement, un cadencement qui fait que justement, elles peuvent aller plus rapidement. Donc voilà, ça c'était juste la conclusion. Pour terminer sur Utile, c'était juste en fait une sorte de synthèse qui revient à tous les modèles qui existent, PMBOK, en l'occurrence Utile, etc. C'est que l'agilité est en train de rentrer par des cycles itératifs de partout. En l'occurrence, tout en bas à droite, vous voyez cette espèce en fait de courbe en fait justement de rétroaction, d'échange, etc. Et c'est en fait intéressant de voir qu'aujourd'hui ces modèles étaient quand même plutôt basés sur le système rigide et aujourd'hui on tendance à prendre de plus en plus en train. Exactement. Voilà pour Utile. Au revoir D'accord, Utile. donc, alors je fais en 10 secondes. SSWS, c'est une méthode d'agilité à l'échelle qui a disparu. Je l'ai trouvé au détour de recherche, mais même le site qui était officiel et qui devait répandre la bonne parole n'existe plus. Donc voilà, c'est intéressant à savoir. Il ressemble plus ou moins, on va dire, à du Nexus ou du LESS. Il est très orienté métier. Donc voilà, pour résumer, en conclusion, donc il y a plein de frameworks en fait, qui existent de base, en fait, des choses imbriquées, des trucs plus ou moins hybrides. Pour ça, en fait, vous avez la liste, pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est surtout le slide suivant qui correspond à dire qu'en fait, voilà, en résumé, aujourd'hui, en fait, il y a plein de choses qui sont apportées par justement enfin, des démarches qui mettent ça en place parce que ça peut simplifier énormément le dialogue, la collaboration, le système en fait, de fonctionnement d'entreprise. Et donc, il y a quand même tout un intérêt, une fois que les gens sont rentrés dans ces systèmes en fait, d'agilité à l'échelle, de voir en fait ce que ça peut apporter et ceci indépendamment du framework. Donc, l'idée de la communication, c'est d'essayer justement d'essayer d'appréhender, de comprendre
comment est-ce que justement on peut trouver des biais, une structure en fait pour justement choisir un modèle propre ou pourquoi pas, et on revient sur ces notions de design pattern, de pattern organisationnel, à savoir choisir l'organisation qu'on veut mettre en place. Merci. Je vous propose de passer rapidement aux questions. Il reste plus que 5 minutes. Ouais, Ouais, très bien. les questions. Et il y en a énormément. Donc je vous mets dans la discussion le Google Form pour pouvoir nous faire vos feedbacks. C'est très important. Donc, Surtout pour nous. ouais, voilà, c'est ça. Et puis à la fin, vous avez accès aussi au code PDF. Donc, première question. Euh, préconisez-vous de commencer par l'acculturation des managers, justement? Ça, je peux répondre à la question, c'est mon travail. Sauf si tu veux commencer là-dessus. Vas-y, Euh, je vous apporterai mon Alors, avis. j'ai participé récemment à une conférence qui était vachement intéressante d'Amadeus. Les premières personnes qui ont été formées sont justement été les managers et tout de suite les RH. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, ça permettait de se dire que les qualifications, les structurations, ne serait-ce que de fiche de poste, étaient tout de suite appréhendées pour les nouveaux entrants pour arriver avec justement un mindset justement intégré à agile. Donc, continuer quelque part à accumuler une sorte de dette que je qualifierais de dette culturelle en commençant à ne pas faire travailler le manager, à ne pas faire travailler les RH, continuer à prendre des recrutements qui ne sont pas tout à fait calibrés par rapport aux besoins à venir. Oui, en effet, il faut que le sujet, et ça revient sur les points de blocage un peu plus haut, soit opéré entre guillemets au plus haut niveau, que les gens comprennent l'intérêt d'une démarche comme ça et ne la résument pas à une cérémonie. C'est un délit, un tableau, du Kanban, on a 2 post-it, 2 couleurs, on a mis 2 couleurs, voilà, c'est bon, vous pouvez faire votre démarche. Je ne suis pas agiliste, vous avez entendu, je ne suis pas praticien au quotidien, c'est pour moi une contrainte, et je prends le terme contrainte entre guillemets, mais en fait, cette contrainte, si elle est bien employée, peut apporter quand même beaucoup de choses. Donc, en effet, pour moi, la culturation passe essentiellement et principalement par des managers, et je rajoute une petite branche en plus RH qui comprennent et appréhendent des enjeux. Oui. Mais limite, il faut bien faire les managers et les équipes en même temps. Parce que si les managers ont la théorie mais pas la pratique, bon, On est d'accord. suivant. Alors, Safe est utilisé surtout dans les entreprises de l'IT ou des boîtes hors IT Labdot. J'ai l'impression que les boîtes industrielles sont plus attirées par Spotify. Je me trompe. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par industriel? Est-ce que c'est l'industrie lourde? L'industrie lourde, Volvo et Safe. Ouais. Oui, oui, Jean-Yves. Volvo et Safe. Les industries lourdes sont aussi attirées par comment ils le lignent en général. Donc, Safe hors IT, quand tu dis Safe Volvo, je sais pas si la ligne de production est Safe, Jean-Yves. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est exclusivement. Principalement IT. Clairement, tout est designé pour de l'IT dans Safe, pour moi. Donc, je sais pas si hors IT, Safe a un certain succès ou pas. Je Bon. pourrais pas te dire. Mais d'où peut-être justement ce qu'on disait encore tout à l'heure et ce matin, c'est la notion justement peut-être des fois de certains échecs, c'est-à-dire que les gens veulent passer au passe-pied des démarches qui ne sont pas forcément adaptées pour leurs souhaits propres. Et toute l'idée justement de cette conférence, c'est de voir qu'il existe plein de choix, mais que ces choix, en l'occurrence, en fait, ne sont pas des choix arrêtés, ce sont des boîtes à outils. Je reviens sur ce que disait Mathieu. Finalement, on s'en fiche de mettre en place Safe, Scrum at Scale ou autre chose, c'est de trouver en fait une démarche qui corresponde à vos besoins, donc d'étudier en amont l'organisation que vous avez, ses douleurs, ses difficultés, ses tensions pour arriver à les débloquer. Ouais. Tu vois? C'est une conférence d'ailleurs avant sur le management, je sais pas le terme exact, en fait, c'était Nathalie Geoffroy qui a fait quelque chose en fin de matinée avec Jean-Luc, je vous conseille de le regarder en replay. C'est pas pour faire de la pub, hein. Donc, ensuite, d'autres questions. J'ai l'impression que Safe ne permet pas une transversalité simple et accessible aux teams agiles. Il doit y avoir une perte de la transparence, non? Alors, entre les équipes, il y a le PI planning. Donc, si on est dans le même train, la transparence est assez forte parce que normalement, le PI planning se fait en grande assemblée générale, un grand open Mmh. space où tu peux te lever et y aller voir la table du voisin. Donc, la transparence et la communication, normalement, est très bonne. Quand on est sur des trains de train, alors ça dépend de la politique de l'entreprise. Est-ce qu'elle prend juste les PO, juste les managers dans le train de train? Mais non, la communication dans ça est pas mauvaise. Clairement, j'ai vu bien pire, mais elle n'est pas mauvaise inter-équipe. Ouais, je vais en complément de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la problématique en fait encore de savoir comment faire une bonne cérémonie, comment faire un PI planning. Mm. Oui. Et faire un PI planning, en fait, je dirais, en mode rapide parce qu'on n'a pas le temps et que ça coûte de l'argent, ce qui sont des arguments que j'ai vus assez régulièrement, bah, à un moment donné, on laisse pas le temps aux gens justement de dialoguer. Donc c'est là où on peut pas dire qu'on ait fait de bonne communication dans ce sens. Mais s'il y a une mauvaise application, je pense que je le ferai moi. Typiquement, actuellement, je vis des PI planning où je n'ai que les PO en face de moi.
Et donc forcément, dès le début de PI, suivant, bah, j'ai des ajustements qui viennent assez rapidement parce que les équipes ont dit: «Ah bah non, tu oublié ça, il y a telle dépendance, il y a machin» et forcément, voilà. Donc si on applique bien le PI planning, perso, la communication est plutôt bonne, si c'est en présentiel. Ensuite, comment le périmètre et activité project manager se transforment, s'adaptent dans Safe, par exemple? Scrum plus PO, RTE. Attends, refais-la moi. Comment le périmètre et activité du project manager se transforment, s'adaptent dans Safe? Ah, d'accord, donc project manager, c'est avec un directeur de projet, des choses comme ça? Il va être en solution training engineer. Ouais, voilà, s'il va être sur le backlog du train, il va plus être orienté sur le côté métier. Heu, donc RTE, non, parce que c'est plutôt le coach agile ou le Scrum Master plus qui gère ça. Mais, c'est le project le ouais, Solution manager, prestation. solution manager et ouais, trend manager. Ensuite, on a plusieurs fois des demandes de références autour de Spotify, si vous avez éventuellement des liens ou autres à communiquer J'aurais mis un lien, volontiers. de Oyamai, justement sur l'échec de Spotify. Et oui, clairement, la présentation de Spotify, il y a je sais plus quelle conférence, enfin, il disait surtout: «Ne nous recopiez pas, on ne suit même plus ce modèle-là parce qu'on l'a adapté et on a évolué» et il y en a qui l'ont pris comme un modèle. Mais ça, c'est le syndrome du, joli manuel qu'il faut suivre à la lettre. Après, il y a une question aussi qui demande si le Scrum at Scale s'adapte à plus de 5 équipes. Oui, 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 y c'est vrai qu'on avait des marguerites de 5 équipes, mais après on peut avoir des marguerites de marguerites. Donc on peut aller très, très loin en nombre d'équipes gérées par Scrum Master, oui. Donc ensuite, Accelerate, un peu même philosophie que DA, plus réco. Non, c'est pas la même philosophie que DA, heu, alors ça dépend ce qui parle par philosophie. Hem, Accelerate, ça va vous permettre de faire un audit DevOps de votre organisation et de pouvoir mettre en place des pratiques pour atteindre des objectifs que vous voulez atteindre. DA est plus dans le sens, dites-moi où vous en êtes et je vous dirai, comment faire pour mettre en place l'agilité. DA et c'est vraiment sur l'agilité en général. Accelerate, c'est sur le DevOps et c'est clairement des pratiques beaucoup plus terre à terre techniques. Non, essentiellement, ouais, les mesures sont purement techniques, les chiffres qu'on Ouais, va donner sont purement techniques. Et en fait, le exactement. curseur qu'on va bouger, c'est par exemple, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais ça va être, vous avez par exemple activé telle typologie en fait de pression sur les gens au niveau leadership par exemple. Bah, si vous réduisez ce stress, en fait, bah, les équipes vont mieux travailler, donc plus collaborer. Si vous augmentez ce curseur, ça peut amener typiquement à de la faiblesse, des burn-out, des gens qui sont pas forcément bien dans le pot, etc., etc. Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment de bouger sur des curseurs pour orchestrer quelque part l'entreprise. Mais on n'est pas là dans une démarche, en fait, je dirais, type framework avec une méthodologie de travail. C'est simplement des faut voir comme des outils de mesure. Moi, c'est comme ça que je me représente Ouais. ça. C'est vraiment un outil de mesure d'entreprise et quelque part qui viendrait, c'est très bon exemple qu'a donné Mathieu, en renfort, en fait, d'un audit sur son organisation et voilà. On nous met dehors. Du coup, oui, Non, Patrick, ça va, tout se passe bien, là. C'est pas mal. éventuellement un top 3 pour clôturer. Un top 3 des méthodes, à l'échelle? Heu, C'est une Unfix, question. DA et Fast pour moi. Fast prend de 15 à 150 personnes. Je pense que avant d'arriver à 150 personnes, on a notre choix. J'ai mis dans le désordre, hein, c'est pas un 1, 2, 3, j'ai mis dans le Oui, désordre, non, mais c'est les 3 méthodes qui me paraissent les plus intéressantes. Oui, et Jean-Yves, j'allais DA. rejoindre Mathieu, mais je fais juste une compréhension de moi, un machin, c'est juste avant le choix zéro. C'est enfin, structurer votre démarche. Ouais, faites-vous C'est en fait, accompagner. servez-vous des démarches existantes pour les enrichir et créer la vôtre. C'est Mmh mh. finalement pour moi cette espèce de biais, mais une fois de plus, c'est comme quand on va essayer une voiture. En fait, à un moment donné, on cherche un confort, on cherche un truc, etc. J'aime pas les voitures, hein, pas forcément, mais on va construire un petit peu ce qu'on veut et après on a son modèle en tête et on va choisir le modèle de fonctionnement. Quand on dialogue avec des gens, choisir de la 5G, choisir en fait du Wi-Fi chez soi, choisir autre chose, c'est juste une discussion technique. Bah, c'est pareil, il y a une organisation. À un moment donné, il faut s'arrêter sur un modèle, comprendre un petit peu ce qu'on veut faire, piocher des bonnes idées parce que ce sont des boîtes à outils. Et une fois qu'on a compris là où on a ces douleurs, ces difficultés, je reviens à la discussion de Nathalie ce matin. Voilà, le why du why, par exemple. C'est pourquoi. Et à la fin, bam, bam, on a compris en fait, où il y avait ces points de blocage. Et à partir de là, on enchaîne. Donc oui, se reposer sur un modèle, un framework existant,
et c'est moi en tout cas ma représentation, c'est choisir quelque chose pour commencer à se donner des idées, commencer à voir comment on doit réfléchir son modèle et à partir de là, créer le sien. C'est vrai. Enfin, tu On peut-être pas s'arrête d'accord, là? Mathieu, hein, mais de toute façon, on va se barrer. Non, ouais, non, mais on va s'arrêter là parce que Je sais où tu habites, de toute façon. codez toujours comme si un psychopathe connaissait votre adresse. Merci beaucoup pour votre présentation, Yanis et Mathieu. C'était vraiment très intéressant, très riche. Il y a eu énormément de questions. S'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, on transmettra tout ça sûr. aux conférenciers et ils apporteront une réponse. On peut proposer ça si tu veux, Sandy, c'est qu'en fait, tout le texte, parce que moi, je n'arrive pas à le copier, je sais pas pourquoi sur mon marqueur, ça marche pas, peut-être côté à la main. Tu nous l'extrais si ça te dérange pas, et en fait, on prendra les noms, et après, on pourra peut-être faire un lien direct avec les personnes, et voilà, continuer le débat derrière s'il y en a. La première fois, non. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était vraiment très riche et très intéressant. Je vous souhaite une bonne Merci à toi, conférence. Sandy, pour ton soutien. Merci à tous.